23 ans après, les amis de l'université me font l'honneur de me réinviter pour faire le point. Que s'est-il passé depuis ces 23 années? Nous allons essayer d'y répondre. Donc, à quoi servent les mathématiques? Évidemment, ça ne sert à rien, comme l'indique cette très belle affiche de Thierry Delarue et Gaël Chany, du laboratoire de mathématiques Raphaël Salem, de l'université de Rouen-Normandie. C'est encore un lieu commun, une opinion commune de dire que les mathématiques sont difficiles, rebutantes, synonymes d'échec, de sélection. Pour beaucoup de monde dans le grand public, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, et une fois qu'on sort de l'école, évidemment, on n'a plus besoin du tout de mathématiques. Et cette affiche nous montre que, justement, les mathématiques sont partout. Si vous arrivez à lire les premiers items, ça sert à comprendre la course des étoiles, prévoir le temps qu'il fera, mesurer le monde, partager équitablement, protéger nos secrets, etc., etc. Cette spirale de la connaissance montre que les mathématiques interviennent dans tous les domaines. C'est ce que nous essayons de faire comprendre, apprécier à nos élèves et nos étudiants. Alors, un bon exemple peut-être pour montrer l'importance des mathématiques dans la vie quotidienne, c'est de prendre l'exemple du smartphone, un appareil que tout le monde possède de nos jours et qui est en fait un monde de mathématiques. Tout ce qu'on peut faire avec un smartphone n'est possible que parce qu'il y a des mathématiques derrière et des mathématiques de très haut niveau. Prenons l'exemple des sons de la musique. Je pense que vous avez l'habitude d'écouter des morceaux de musique sur vos téléphones ou sur vos tablettes. Eh bien, comment c'est possible? C'est possible en numérisant le son. Le son, au départ, c'est une onde, une grandeur physique continue qu'il faut discrétiser pour la traduire en nombre. Donc on fait ce qu'on appelle un échantillonnage et on découpe le temps en courts intervalles. Et puis, pour chaque intervalle de temps, on mesure la grandeur qui représente le son et on la traduit en nombre, on la quantifie, on la numérise. Et ainsi, un morceau de musique va se traduire par une suite de nombres, une suite de 0 et de 1. Donc au final, un morceau de musique, c'est un nombre, tout simplement. C'est une liste de 0 et de 1, un nombre dans le système binaire. Pour les images, les photos, la vidéo, c'est la même chose. On va représenter une image par une grille de points, une matrice de points qu'on appelle aussi des pixels. Et puis pour chaque point, on va définir un nombre qui mesure l'intensité de lumière. Si on veut coder la couleur, on aura besoin de davantage de nombres. Vous connaissez peut-être les divers systèmes de codification de la couleur. Il y a le système RGB, rouge, vert, bleu. Il y a le système cyan, magenta et jaune, que vous avez sûrement utilisé sur vos imprimantes lorsque vous changez les cartouches. En général, une cartouche d'encre noire et puis 3 cartouches de couleur. Donc c'est à partir de ces couleurs que l'on peut reconstituer toutes les autres couleurs. Donc chaque pixel va être codé par plusieurs nombres et au total, une image, une photo, une vidéo, ça va être de nouveau une suite de 0 et de 1, c'est-à-dire un nombre. Donc, comme les pythagoriciens le disaient au 5e siècle avant Jésus-Christ, la doctrine de Pythagore, c'était tout est nombre. Eh bien, c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous représentons tout par des nombres. Un son, c'est un nombre. Une photo, c'est un nombre. Un livre, c'est un nombre. Un poème, c'est un nombre. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un smartphone? La recherche sur Internet. Prenons l'exemple de Google ou d'autres moteurs de recherche. Comment est-ce possible? Vous avez sûrement conscience de la difficulté du problème. Il existe des milliards de pages sur Internet. Et quand vous tapez quelques mots-clés dans Google, comment est-ce possible qu'on puisse afficher immédiatement ou presque les sites qui vous intéressent, qui arrivent en première, deuxième, troisième position? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? À partir des mots-clés que vous introduisez dans la fenêtre de recherche, le moteur de recherche va d'abord répertorier les pages qui contiennent ces mots-clés. Et ensuite, il y a un problème très difficile qui est le problème du classement
de ces pages par importance décroissante pour que la page la plus importante, celle qui correspond le mieux à vos mots-clés, apparaisse en première position. Alors il faut imaginer Internet comme un gigantesque graphe dont les pages sont les sommets et puis les liens entre les pages sont les flèches qui rejoignent deux pages. Alors une page est d'autant plus importante qu'il y a un grand nombre de liens qui pointent vers cette page. Donc on peut essayer d'évaluer l'importance de chaque page à partir de tous les liens vers elle qui proviennent de toutes les autres pages contenant les mêmes mots-clés. Et si on fait cela, on aboutit à un gigantesque système d'équations à résoudre. Et ce système, on va le résoudre par ce que les mathématiciens appellent la méthode des approximations successives, le théorème du point fixe. La solution de ce système d'équations, le point fixe, va vous fournir le classement des pages qui finalement va s'afficher sur votre écran. Mais évidemment, c'est un système qui peut contenir 10 000 équations, 100 000 équations, 1 million d'équations, et il faut donc utiliser des méthodes d'analyse numérique très performantes, d'accélération de convergence, pour que le calcul ne soit pas trop long. Parce que si le résultat apparaissait au bout d'une heure, vous seriez déjà passé sur d'autres pages, vous auriez abandonné la recherche. Donc pour que ça soit utilisable, il faut que le résultat apparaisse en quelques secondes seulement. Prenons le problème de la géolocalisation. Vous connaissez Google Maps ou d'autres applications qui vous permettent de guider lorsque vous êtes en voiture dans des lieux inconnus. Comment ça marche? Ça marche à partir d'un réseau de satellites, un réseau de 24 satellites autour de la Terre, de manière à ce qu'il y en ait toujours un certain nombre qui soient au-dessus de vous. Alors pour repérer un point, on a besoin de 4 satellites au minimum. En fait, 3 pourraient suffire, parce que qu'est-ce qu'on fait? En fait, votre téléphone envoie un signal aux différents satellites en orbite, ce qui permet de mesurer votre distance au satellite. Et donc, ceci implique que vous vous trouvez sur une sphère de rayons donnés de centre le satellite. Et pour définir un point dans l'espace, on a besoin de 3 sphères, l'intersection de 3 sphères pour définir un point. Alors en fait, on en prend une 4e par mesure de sécurité, parce qu'il peut y avoir des erreurs, mais pratiquement, votre téléphone se connecte à tous les satellites visibles au moment où vous faites la demande, de manière à avoir davantage de précision. Alors là-dedans, il y a évidemment énormément de mathématiques. Il faut déjà envoyer des satellites en orbite. Les satellites suivent des ellipses. Ces courbes ayant pour foyer la Terre. Donc pour les envoyer, il faut être capable d'utiliser des équations différentielles. Il faut connaître un minimum de géométrie, connaître des systèmes de géométrie en 3 dimensions, ça peut être des coordonnées sphériques ou autres. Et puis, il y a aussi des corrections relativistes. On pense souvent que la relativité restreinte générale, c'est de l'ordre de l'abstraction, mais non, ça sert effectivement, parce qu'un satellite, déjà, se déplace à grande vitesse, et vous savez que le temps est relatif, donc dans un satellite, le temps s'écoule plus lentement que sur la Terre. Donc il faut faire une correction de relativité restreinte. Et puis, pour un satellite à haute altitude, la gravité n'est pas la même qu'au sol, donc il faut aussi faire une correction de relativité générale. Donc tout ça, ça vous montre qu'il y a énormément de mathématiques, énormément de calculs très complexes qui se font en temps réel lorsque vous vous déplacez. C'est la même chose qui va permettre de guider les voitures autonomes. Et là aussi, il faut que le calcul soit très rapide. Imaginez, vous êtes en voiture, vous êtes dans une voiture autonome, si la position arrive 10 minutes après que vous l'ayez demandé, entre-temps, vous aurez rencontré des obstacles inattendus. Donc il faut que ça soit extrêmement rapide. Et là encore, il faut que les mathématiques mettent en place des algorithmes extrêmement savants. Parlons un peu des jeux vidéo. Vous aimez sans doute les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a encore énormément de géométrie. Il faut représenter sur la surface d'un écran des scènes en 3 dimensions. Donc il faut bien connaître la géométrie dans l'espace. Il faut bien connaître les vues en perspective.
c'est-à-dire utiliser les résultats de géométrie projective. Et pour cela, on utilise des matrices qui représentent les diverses transformations géométriques, on utilise des nombres complexes, on utilise des quaternions, on utilise des quantités de notions dont on n'a même pas idée dans le moindre jeu vidéo un peu élaboré. Le cryptage de données, je pense que vous en avez entendu parler, c'est la condition de la sécurité des transmissions, de la sécurité des transactions bancaires, c'est la condition de protection de vos données. Tout ce qui circule en tant que données numériques doit être, si possible, codé, crypté, pour que des esprits malveillants ne puissent pas s'en saisir à des fins néfastes. Alors le cryptage des données, ça repose encore une fois sur des théories mathématiques très élaborées, la théorie des nombres, le cryptage RSA, un des plus courants pratiqués actuellement, repose sur les propriétés des nombres premiers. Les nombres premiers sont les nombres qui n'ont pas d'autre diviseur que 1 et eux-mêmes, et on utilise en fait le produit de deux grands nombres premiers. Parce que ceux qui voudraient décoder le message, pour y arriver, devraient trouver la décomposition du nombre en deux nombres premiers. Et cela, si les nombres sont grands, ce n'est pas faisable en un temps raisonnable. Même les plus gros ordinateurs mettraient des centaines d'années à décoder un message utilisant ce système. Il y a encore des méthodes de cryptage encore plus élaborées utilisant les courbes elliptiques, ce sont des courbes algébriques de degré 3. Et on parle maintenant de cryptographie quantique, parce qu'il y a la menace des ordinateurs quantiques qui seraient capables de décoder rapidement les meilleurs systèmes de codage actuels. Mais évidemment, la réponse, ça sera de développer des nouveaux systèmes de cryptographie quantique qui ne pourront pas être décodés facilement par des ordinateurs quantiques. Donc voilà, je n'insiste pas plus, c'est peut-être le meilleur exemple à détailler à vos élèves. Vous dites à vos élèves, s'il n'y avait pas de mathématiques, tu n'aurais pas de smartphone. Là, c'est clair. Alors parlons un peu de l'intelligence artificielle, parce que c'est le sujet d'actualité du moment. C'est peut-être la principale différence par rapport à ce que j'avais raconté il y a 23 ans. Les principales évolutions des mathématiques, ou certaines évolutions importantes des mathématiques, viennent aussi de l'interaction avec l'informatique. Les mathématiques ont permis de développer considérablement l'informatique théorique et ses applications aux algorithmes utilisés dans les divers domaines, et en retour, la puissance des ordinateurs actuels a permis aux mathématiques de se développer dans tout un tas de directions nouvelles, y compris les dimensions les plus théoriques. Alors, l'intelligence artificielle, qui avait été créée, enfin, le terme a été créé par John McCarthy en 1956, désigne, bon, selon la définition du Larousse, l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Évidemment, c'est un rêve d'avoir des machines aussi intelligentes que nous, voire plus intelligentes que nous, qui feraient tout à notre place pour nous décharger de tout un tas de travaux pénibles. Les réalisations de l'intelligence artificielle, et au sens large, sont déjà très nombreuses. J'ai essayé d'en lister quelques-unes. Les premières réalisations spectaculaires qui ont fait la une des journaux, ça a été les programmes capables de jouer aux échecs. Le fameux Deep Blue qui a réussi à battre le champion du monde Kasparov à une époque. Et ensuite AlphaGo qui a réussi aussi à battre les meilleurs joueurs de Go au niveau international. Bon, coder le jeu de Go a été plus difficile que le jeu d'échecs, il y a beaucoup plus de possibilités. Et actuellement, vous utilisez certainement des logiciels de traduction automatique, il y a la reconnaissance faciale dont on parle beaucoup, l'aide au diagnostic médical, on va en reparler, le trading algorithmique, hein, dans les bourses, les banques, on utilise de plus en plus des algorithmes qui peuvent acheter, vendre des actions en une fraction de seconde, beaucoup plus rapidement que ne le ferait un opérateur humain.
La voiture autonome, évidemment, va reposer entièrement sur l'intelligence artificielle, les jeux vidéo, la création d'œuvres d'art. On dispose maintenant de programmes qui sont capables de composer une fugue dans le style de Bach, un prélude dans le style de Chopin. Tout ce que vous voulez, vous pouvez créer vous-même votre musique, la musique que vous aimez, et l'écouter sans avoir besoin d'artistes extérieurs. Le traitement automatique du langage naturel. On a des robots conversationnels qui sont capables de discuter avec vous de tous les sujets. On va en reparler. Et dans tout ça, il y a encore une fois énormément de mathématiques, des statistiques, de la théorie de l'approximation, de l'optimisation, de la théorie des graphes, des équations dérivées partielles, de la géométrie, de la topologie algébrique, de la cryptographie, etc. Alors, prenons quelques exemples plus concrets. Les mathématiques viennent en renfort de l'imagerie médicale. On a actuellement des programmes d'intelligence artificielle qui sont capables de lire des radiographies, des échographies beaucoup mieux qu'un humain. Sur l'image du haut, vous avez à gauche le résultat d'une échographie, et puis à droite, des traitements effectués par un algorithme qui met automatiquement en évidence les points importants, les tumeurs, beaucoup mieux que ne le ferait un radiologue. Et en dessous, vous avez une échographie d'un fœtus où l'intelligence artificielle permet de distinguer directement tous les organes du fœtus, beaucoup mieux que ne le ferait un humain, grâce à sa base de données considérable, et fournit même en dessous un diagnostic avec des propositions d'examens complémentaires, de traitements, etc. Alors, parlons de la création d'œuvres d'art. Donc, voici deux couvertures de magazines de ce mois-ci qui parlent de l'intelligence artificielle. Alors, sur la couverture de photos, la photo que vous voyez a été réalisée par un programme d'intelligence artificielle qui fournit, en fonction de vos souhaits, vous décrivez ce que vous voulez par une phrase, et le logiciel vous fournit la photo. Donc là, ça a l'air d'être un peu dans le style de Jean-Paul Goude. Et à droite, dans le dernier numéro de la revue Beaux-Arts, la couverture, donc c'est une œuvre réalisée avec l'intelligence artificielle Midjourney à partir du texte suivant. Pour photo, l'artiste n'a pas dit quelle consigne il a donné au logiciel. Donc, par contre, dans Beaux-Arts, l'auteur on ne sait plus qui est l'auteur de l'œuvre. Est-ce que c'est le logiciel ou est-ce que c'est la personne qui l'a programmé? Il avait donné comme consigne un tableau de Bosch absolument joyeux, surréaliste, drôle. Donc voilà ce qui est sorti. Et voici une autre application qui a été faite au Rijksmuseum d'Amsterdam, où se trouve cette célèbre toile de Rembrandt, La Ronde de nuit. Bon, c'est une toile de très grande dimension, regardez par rapport à la taille des deux employés qui l'installent. Alors cette toile a une histoire mouvementée, elle a été plusieurs fois déplacée pendant les guerres, on l'a roulée, mise dans des tubes, on a changé les cadres, etc. Ce qui fait que des morceaux ont été découpés et ont disparu au fil du temps. Et on a demandé à une intelligence artificielle de reconstituer les parties manquantes du tableau. Donc ici, si vous regardez bien, vous avez sur la droite une bande qui a été rajoutée, en bas aussi, et une bande plus large sur la gauche. Voilà, donc le programme s'est inspiré de la partie connue pour imaginer ce qu'il pouvait y avoir sur les morceaux manquants. Donc voilà une application de l'intelligence artificielle à la restauration des œuvres d'art. Parlons de ce qui fait vraiment l'actualité en ce moment. Je suppose que vous en avez entendu parler. J'ai ChatGPT. C'est un logiciel conversationnel qui peut répondre à toute question. C'est actuellement l'angoisse des enseignants
dans les lycées, dans les universités, parce qu'on s'est aperçu que de plus en plus d'élèves et d'étudiants rédigeaient leurs devoirs, leurs dissertations avec cette intelligence artificielle. Il suffit de leur dire fais-moi une dissertation sur la poésie de Baudelaire, de tout ce que vous voulez. Le programme produit autant de pages que vous voulez, bien écrites, sans faute d'orthographe. On reconnaît que ce n'est pas un élève, évidemment. Et c'est vraiment bluffant. Alors, on va faire l'expérience. Je vais demander à ChatGPT à quoi servent les mathématiques. Je vous laisse lire vous-même et vous allez vous apercevoir que ce n'était pas la peine de venir ici. Vous avez perdu votre temps. Vous pouviez très bien fabriquer vous-même la conférence chez vous et la regarder tranquillement dans votre fauteuil. Et vous voyez que c'est tout à fait sensé, bien écrit, sans faute d'orthographe. Voilà quelques exemples. Les mathématiques servent dans de nombreuses disciplines scientifiques, la technologie, les finances. Après, vous voyez, on pourrait poser d'autres questions pour affiner la conférence. Par exemple, je pourrais poser une nouvelle question. Pourrais-tu préciser en quoi les mathématiques servent dans les finances? Et donc, il produirait de nouvelles pages beaucoup plus détaillées. Et ainsi de suite, au bout de quelques questions, en 10 minutes, vous auriez une conférence d'1h15 selon la commande qui correspondrait parfaitement aux souhaits des amis de l'université. Alors en fait, ChatGPT possède dans sa base de données toutes les pages publiées sur Internet jusqu'en 2021. Donc il ne peut pas prendre en compte les données plus récentes. Alors rassurez-vous, je vais bâtir ma conférence uniquement avec des données de 2022-2023 que vous ne pourrez pas trouver pour l'instant dans ChatGPT. Mais vous voyez tous les problèmes que ça pose. Qu'est-ce qui va se passer? Les journalistes vont écrire leurs articles avec ChatGPT, les hommes politiques vont écrire leurs discours avec, ainsi de suite. Les écrivains vont écrire des parties de leurs livres, de leurs romans avec cet outil. Ensuite, ils vont publier tout ça. Ça va se rajouter à la base de données. Et au bout d'un moment, on ne saura plus qui a fait quoi. Parce que le gros défaut que l'on reproche à ChatGPT, c'est qu'il ne cite pas ses sources. Il ne dit pas sur quelle page il a pris telle information. Donc le b.a.-ba quand même de la recherche scientifique et de l'honnêteté intellectuelle, c'est de citer ses sources. Donc on va avoir de plus en plus de documents dont les sources ne sont pas citées, qui vont se mélanger aux autres, et au bout d'un moment, on ne va plus reconnaître ce qui est fiable de ce qui ne l'est pas. Et il se pose aussi dans tout le domaine artistique le problème des droits d'auteur, des droits de propriété. Parce que vous voyez que sur les photos ou les images conçues par une intelligence artificielle, en fait, elle va prendre des morceaux d'œuvres existantes. Est-ce que ces morceaux sont cités? Est-ce qu'il y a des droits qui sont payés aux auteurs primitifs? Tout ça, ça va soulever d'énormes problèmes juridiques qu'il faudra résoudre. Il ne s'agit pas d'interdire la création de logiciels de ce type, ni leur utilisation, simplement, ça va poser des tas de nouveaux problèmes qui ne sont pas encore résolus. Alors, est-ce que la conférence est terminée? Bon, les sciences sociales, en somme, les mathématiques sont une discipline fondamentale qui permet de comprendre et de modéliser le monde qui nous entoure, de résoudre des problèmes concrets et abstraits, d'innover et de progresser dans de nombreux domaines. Bon, conférence tout à fait honnête. Vous voyez que tout élève pourra désormais produire de très bons devoirs pour en faire mieux.
pour comprendre à quoi servent les mathématiques, il faut aussi savoir d'où elles viennent. Un peu d'histoire ne nous fera pas de mal. Parce que le rejet que suscitent les mathématiques vient aussi souvent du fait qu'on les connaît mal. C'est-à-dire on ne conçoit pas qu'elles ont une histoire, qu'elles ont évolué au cours du temps. On ne les voit pas comme faisant partie de la culture humaine en général. Souvent même, pour certains, quand on parle des sciences, ça n'inclut pas les mathématiques. Les mathématiques sont toujours vues comme un monde à part, qui n'est pas fait pour nous, qu'il vaut mieux laisser de côté. Quand les premières classifications des mathématiques ont été faites dans l'Antiquité, on a des traces de la classification des pythagoriciens au 5e siècle avant notre ère, qui a été racontée par des auteurs ultérieurs. Donc pour les pythagoriciens, les mathématiques se composaient de 4 parties: l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. En fait, il y a 2 disciplines qui correspondent au nombre, aux quantités discrètes, à ce qu'on peut dénombrer. C'est l'arithmétique et la musique. L'arithmétique, c'est l'étude du nombre en lui-même. La numération, les opérations qu'on peut faire sur les nombres, addition, soustraction, multiplication, division, les propriétés de divisibilité, nombre premier, diviseur, etc. Et la musique, c'est l'étude des rapports de nombres, puisque toutes les gammes musicales sont fondées sur des rapports de fréquence, qui sont des rapports de nombres entiers. La géométrie et l'astronomie, par contre, s'intéressent aux grandeurs continues, comme les longueurs, les aires, les volumes, les angles. Et on distingue la géométrie, qui est l'étude de la grandeur lorsqu'elle est stable. C'est-à-dire que la géométrie, c'est un peu l'étude des figures immobiles, comme on le fait à l'école, au collège, on dessine des figures sur le papier, mais ça ne bouge pas, ce sont des figures stables. Et l'astronomie, ce serait l'étude des grandeurs en mouvement, c'est-à-dire la cinématique, l'étude de tout ce qui bouge, les astres ou les mobiles quelconques dans le ciel. Alors cette classification a été utilisée jusqu'au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle le quadrivium, qui faisait suite au trivium. Au Moyen-Âge, à l'université, vous commenciez par étudier le trivium, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, et ensuite on passait au quadrivium, l'arithmétique, la musique, la géométrie, l'astronomie. Alors toujours dans l'Antiquité, on a une classification plus précise due à Géminus de Rhodes, au 1er siècle avant notre ère, qui distingue 2 grandes parties dans les mathématiques. Dans les mathématiques qui traitent des choses intelligibles, l'arithmétique et la géométrie, et les parties qui traitent des choses sensibles, mécanique, astronomie, optique, géodésie, canonique, c'est notre nom de la musique, et logistique, c'est un nom pour le calcul numérique, le calcul pratique. Cette classification, elle aussi, a subsisté jusqu'à nos jours. C'est ce qui est devenu, d'un côté, les mathématiques pures, qui s'intéressent aux nombres et aux formes de manière abstraite, indépendamment d'applications éventuelles, et puis les mathématiques qu'on a appelées d'abord mixtes au XVIIIe siècle et qu'on appelle aujourd'hui mathématiques appliquées. Les mathématiques pures et les mathématiques appliquées. Vous voyez, tout ça, ça revient de loin. Et on en a encore des traces au Conseil national des universités. C'est le conseil qui gère les carrières des enseignants-chercheurs, les promotions, les primes, etc. Et les mathématiques, c'est la seule discipline qui a 2 sections au Conseil national des universités. Il y a la section 25 pour les mathématiques pures et la section 26 pour les mathématiques appliquées et application des mathématiques. C'est un peu artificiel. Beaucoup de mathématiciens aimeraient qu'on réunisse ces sections pour montrer l'unité des mathématiques, mais bon, c'est comme ça, il y a de l'inertie qui fait qu'on ne peut pas changer les choses rapidement. Mais vous voyez que ça revient de loin. Alors cette classification a évolué ensuite. Lorsqu'on arrive au XVIIIe siècle, on a cet arbre qui est tiré de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est
sélectionné de traiter de toutes les connaissances humaines de l'époque. Au départ, c'était une traduction de l'encyclopédia de Chambers, une encyclopédie anglaise, mais ensuite la version française a pris une ampleur considérable tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et il a fallu près de 30 ans pour l'achever. Alors voici comment les mathématiques sont classifiées dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc on retrouve que les mathématiques pures et mixtes. Donc dans les mathématiques mixtes, on trouve à peu près ce qu'il y avait chez Geminius de Rhodes, dans la mécanique, l'astronomie géométrique, l'optique, la pneumatique, l'acoustique, et une petite nouvelle, l'art de conjecturer. Là, il s'agit des probabilités qui naissent au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est une discipline nouvelle au sein des mathématiques. Alors vous voyez, comme on ne savait pas où la mettre, on l'a mise tout en bas. On l'a rajoutée à la liste. Les probabilités ne faisaient pas du tout partie des mathématiques pures au départ. Alors dans les mathématiques pures, vous retrouvez l'arithmétique et la géométrie, mais chacune d'elles va se scinder en deux nouvelles parties pour tenir compte des avancées mathématiques du Moyen-Âge et de la Renaissance et du XVIIe siècle. À côté de l'arithmétique numérique, c'est-à-dire l'ancienne arithmétique sur les nombres, apparaît l'algèbre. L'algèbre, c'est une création des mathématiques arabes du Moyen-Âge. On considère que l'inventeur de l'algèbre, c'est le mathématicien arabe Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, qui vivait à Bagdad au IXe siècle, et qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Jabr wal-Muqabala, dont le premier mot, Kitab ça veut dire traité, mais ensuite le premier mot, al-Jabr, est devenu le mot algèbre. Et le nom de ce mathématicien, al-Khwarizmi, a été traduit par les auteurs latins par algorithmus, qui est devenu le mot algorithme. Le mot algorithme, c'est aussi un mot arabe qui signifie aujourd'hui toute procédure de calcul contenant un nombre fini d'instructions et permettant de passer des données d'un problème à la solution de ce problème. L'algorithme a maintenant une postérité considérable. Les algorithmes dont on a parlé tout à l'heure pour l'intelligence artificielle sont évidemment des algorithmes d'une autre ampleur que ceux qu'on pouvait concevoir lors des siècles précédents. L'algèbre, c'est une création arabe qui au départ se limite à l'algèbre élémentaire. Dans le traité d'Al-Khwarizmi, il y a seulement la résolution des équations du premier et du second degré. Et ça s'est enrichi ensuite, pendant la Renaissance, grâce aux découvertes des algébristes italiens, Scipione del Ferro, Tartaglia, Cardan, Ferrari, qui sont allés plus loin et ont réussi à résoudre les équations du troisième et du quatrième degré. Mais la grande nouveauté du XVIIe siècle, c'est le calcul infinitésimal qui est inventé indépendamment par Isaac Newton et Wilhelm Gottfried Leibniz. Il arrive souvent en mathématiques qu'une même découverte soit faite indépendamment au même moment par deux ou plusieurs mathématiciens. C'est le cas de la géométrie analytique, de la géométrie repérée, qui est créée en même temps et indépendamment par Fermat d'un côté et Descartes de l'autre. L'histoire a retenu Descartes, parce que c'est lui qui a publié le premier son livre La géométrie, dans lequel est fondée la géométrie analytique. Fermat, en fait, avait écrit un traité avant Descartes, mais il ne l'a pas publié. Il a été publié seulement à titre posthume après sa mort. Et donc l'histoire a retenu seulement Descartes. C'est pour ça qu'on parle de géométrie cartésienne, mais ça serait plus honnête de parler à la fois de Fermat et de Descartes. Alors, même chose pour le calcul infinitésimal, le calcul des dérivées et des intégrales que vous avez étudié quand vous étiez en première et en terminale. C'est ce calcul qui permet de traiter les problèmes transcendants grâce aux équations différentielles. Lorsqu'on a un mobile ou un astre dans le ciel, si on connaît
la position initiale du mobile, sa vitesse initiale, les équations différentielles du mouvement, on peut prédire l'avenir et prédire le mouvement futur de ce mobile. La place, vous voyez là-dedans, la clé du déterminisme qui dit que finalement tout est déterminé. Votre situation actuelle détermine tout ce qui va vous arriver dans le futur. On n'a pas le choix. Et c'est ce calcul différentiel et intégral qui a permis de comprendre la chute des corps, le mouvement des planètes. Newton a démontré les lois de Kepler dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qui permet d'expliquer le phénomène des marées. C'est ce qui permet d'expliquer un grand nombre de problèmes physiques très variés. Alors, si on peut résumer, l'algèbre classique des Arabes, c'est ce qui porte sur les algorithmes finis, un nombre fini d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, et l'algèbre infinitésimale, le calcul infinitésimal, c'est ce qui permet de traiter de l'infini, des algorithmes infinis qui contiennent une infinité d'opérations élémentaires. Et même chose en géométrie. La géométrie élémentaire, c'est la géométrie des anciennes d'Euclide, celle que vous avez étudiée à l'école, au collège. Sûrement un souvenir des triangles, des quadrilatères, des cercles, dans le plan et dans l'espace, des cônes, des cylindres, des pyramides, des sphères. Donc tout ça, c'est la géométrie élémentaire. Et puis c'est ajouté à ça la géométrie transcendante. C'est la géométrie qui utilise les acquis du calcul infinitésimal pour résoudre les problèmes liés aux courbes, calculer la longueur d'une courbe, calculer l'air sous une courbe, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce tableau, les probabilités élémentaires, fondées sur le dénombrement, et même jusqu'à la loi faible des grands nombres, qu'on étudie aussi au collège et au lycée. Alors ça, c'est aussi un des problèmes des mathématiques, c'est que ce qu'on enseigne dans l'enseignement secondaire, ce ne sont pas du tout des mathématiques d'aujourd'hui. Ce sont des mathématiques très anciennes. Et c'est aussi une des raisons qui font qu'on ne comprend pas à quoi servent les mathématiques, parce qu'on n'arrive pas à faire le lien entre ces mathématiques scolaires et celles dont on a parlé tout à l'heure, qui sont utilisées dans toutes les applications, qui sont d'un niveau considérablement plus élevé. Je pense qu'il y a peut-être des physiciens ou des biologistes, des géologues dans la salle. Je pense qu'en physique, en biologie, ce qu'on enseigne au lycée est peut-être beaucoup plus proche de la recherche actuelle que ce qui se passe en mathématiques. En mathématiques, non, c'est pas le cas. On fait de la physique du 19e siècle aussi. Bon, il semblait que dans certains programmes, on parlait de relativité générale, mécanique quantique. Non, ça c'était une erreur des anciens programmes de la deuxième année précédente, c'était l'approche textuelle et c'est parti. Non, ce que je veux dire, c'est que comme on enseigne des mathématiques, disons jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, c'est très difficile d'expliquer aux élèves quelles sont les applications des mathématiques aujourd'hui. C'est très difficile de leur expliquer. On peut toujours dire qu'il y a des mathématiques. C'est comme quand vous conduisez une voiture, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le moteur, vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais pourtant vous utilisez la voiture et vous comprenez qu'il y a des choses savantes derrière. Mais en mathématiques, donc, on n'arrive pas, c'est très difficile à expliquer aux élèves comment les mathématiques servent effectivement dans tout leur environnement immédiat. Alors si on passe au XXIe siècle, alors là il y a une explosion des mathématiques, il y a une classification internationale qui est adoptée par les deux principales revues qui répertorient toutes les publications mathématiques. C'est écrit tout petit, mais c'est fait exprès, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui est écrit. Il suffit de retenir qu'il y a 64 spécialités principales et des centaines de sous-spécialités. Alors, quand vous êtes mathématicien, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au niveau master, vous étudiez quelques généralités sur les divers domaines des mathématiques, et ensuite, quand vous entrez en doctorat, vous commencez à étudier l'une des spécialités. Vous apprenez tout ce qui s'est fait dans cette spécialité, de manière à être à même de faire des recherches et de découvrir des choses nouvelles à votre tour. Mais un mathématicien, il est spécialiste d'une des 64 spécialités, et il ne sait à peu près rien de toutes les autres. C'est la réalité.
Il existe actuellement 1650 revues spécialisées en mathématiques. Il y a des revues spécialisées de chaque domaine et chaque sous-domaine. Et depuis 1800, dans les bases de données MathSciNet aux États-Unis et Centralblatt Math en Allemagne, on a déjà répertorié 3,6 millions d'articles de mathématiques écrits par 1,2 million d'auteurs. Et 125 000 nouveaux articles de mathématiques sont publiés chaque année. Donc, c'est totalement impossible de savoir tout ce qui se passe en mathématiques et de maîtriser l'ensemble des connaissances mathématiques. C'est un monde inépuisable. Voici un essai de représentation des diverses disciplines mathématiques sous forme de graphes. Bon, donc on peut dire au hasard la topologie algébrique, la topologie générale, la théorie des groupes, qu'est-ce qu'il y a, l'optimisation, les équations différentielles, la combinatoire, la théorie élémentaire des ensembles, etc. Donc les mathématiques sont extrêmement vastes, et même pour un mathématicien, c'est difficile d'avoir une perception correcte et complète de ce qui se passe dans ce domaine. Bon, j'imagine que ça doit être la même chose en physique, en biologie. Alors justement, pour essayer de lutter contre la méconnaissance des mathématiques, pour essayer de faire mieux connaître les mathématiques au grand public, l'UNESCO a décidé en 2019 de proclamer une journée internationale des mathématiques. Donc là, c'est le pré-rapport qui a été écrit en 2018. La décision a été prise en 2019 et la première journée internationale des mathématiques a eu lieu en 2020. Cette journée a lieu le 14 mars, parce que le mois de mars, c'est 3 en anglais, hein. Donc ça fait 3,14, c'est le début du développement décimal de pi, le fameux nombre pi qui intervient dans la longueur du cercle, l'aire du disque. Pi c'est 3,14, 159, 27, etc. Donc on a gardé 3,14, 14 mars. Et tout autour de cette journée internationale, il y a la semaine des mathématiques qui est fêtée partout dans le monde. On la fête aussi à La Réunion. Les professeurs de mathématiques le savent. On sort qu'à La Réunion, comme le 14 mars, pendant les vacances. Nous fêtons la semaine des mathématiques après les vacances. C'est un peu dommage parce qu'on n'a plus le 14 mars. Bon, une autre solution, ça serait de la fêter le 22 juillet, puisque 22e, c'est aussi une bonne approximation de pi. Alors l'idée de cette journée internationale des mathématiques, c'est de bien faire savoir à tout le monde que les mathématiques jouent un rôle central dans les activités humaines. Ce sont les mathématiques qui permettent de comprendre les lois qui gouvernent l'univers, c'est ce que disait déjà Galilée. Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. C'est ce que disait aussi le prix Nobel de physique Wigner quand il parlait de l'efficacité déraisonnable des mathématiques qui permettent des applications inattendues dans tous les domaines. Et un autre objectif, c'est de créer des ponts entre la science, la société et la nature pour le développement durable et forger des liens entre les chercheurs, les citoyens et les responsables de haut niveau. Parce que d'un côté, il y a les chercheurs, normalement, ils savent à peu près ce que sont les mathématiques. Bon, les citoyens, là, il y a un gros effort à faire. Les citoyens ont certainement une connaissance insuffisante de ce que sont les mathématiques, à quoi elles servent. D'ailleurs, on parle beaucoup d'innumérisme actuellement, comme on parle d'illettrisme. C'est aussi grave. Il y a l'innumérisme, mais aussi l'illectronisme. Des personnes qui ne savent pas manipuler un ordinateur, qui ne savent pas faire une recherche sur Internet, qui ne savent pas remplir des formulaires administratifs sur Internet. À l'heure où toute l'administration est en train de se numériser, si vous n'êtes pas capable d'utiliser un ordinateur, de surfer sur Internet, vous allez être mis à l'écart. Vous n'allez pas pouvoir faire valoir vos droits. Il y a énormément de gens qui ne bénéficient pas des aides auxquelles ils ont droit, simplement parce qu'ils ne savent pas où et comment les demander. Donc ça, c'est un problème. Et puis, les dirigeants de haut niveau, les dirigeants d'industrie, les responsables politiques, qui souvent n'ont pas une culture mathématique ou scientifique suffisante.
France, traditionnellement, nos élites politiques viennent plutôt de l'ENA ou des Sciences Po, et rares sont ceux qui ont suivi un cursus scientifique. Donc il y a peut-être un déficit de culture scientifique dans nos équipes gouvernementales. L'UNESCO se préoccupe beaucoup de cette question. L'UNESCO vient de publier un livre, tout récemment, en 2023, « Des maths pour agir, accompagner la prise de décision par la science ». Quels sont les objectifs de ce fascicule? Éliminer la pauvreté, éliminer la faim, permettre à tous de vivre en bonne santé, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, parvenir à l'égalité des sexes, etc. Et pour tout ça, l'UNESCO dit que les mathématiques sont indispensables. Seules les mathématiques permettent de traiter scientifiquement, valablement, tous les problèmes liés à ces objectifs. Prenons deux exemples rapidement tirés de ce beau fascicule « Des maths pour agir ». Si vous êtes enseignant, je vous le recommande, vous allez trouver des idées pour vos élèves. Donc, oui, comme promis, hein, j'utilise rien avant 2021 pour que le chat GPT ne puisse pas me faire concurrence. Prévoir l'évolution d'une épidémie. Bon, on a vécu une épidémie mondiale récemment, on est sensibilisé à ce sujet. Alors voilà comment, de manière simple, on peut commencer à modéliser une épidémie. C'est le modèle SEIRD. Dans les catégories de population, ce sont les personnes susceptibles d'être infectées, donc celles qui sont exposées à les personnes infectées, les personnes guéries, rétablies et les personnes décédées. Donc à partir de 4 paramètres, on peut mesurer à partir des observations faites lors des premiers jours ou des premières semaines de l'épidémie. On peut dresser ces graphiques qui montrent l'évolution de l'épidémie. Alors à titre de comparaison, ils ont donné la grippe et la Covid-19. Ces graphiques montrent ce qui se passe si on ne fait rien, c'est-à-dire si on laisse la population s'immuniser naturellement, sans traitement, sans confinement, sans rien. Alors la différence fondamentale entre la grippe et la Covid, c'est que, vous voyez ici, au maximum d'une épidémie de grippe, il y a un faible nombre, 5% de la population qui est infectée. Et il y a très peu de décès. Donc il n'y a pas besoin de prendre des mesures particulières, on laisse les choses se faire naturellement. Alors que pour le Covid, si on ne faisait rien, au pic de l'épidémie, il y aurait eu 30% de personnes infectées, d'où par suite un nombre de décès non négligeable. Et ça a été le but de tous les confinements, couvre-feu, vaccination. Ça a été de faire en sorte de ne jamais atteindre ce pic qui aurait été supérieur aux possibilités d'accueil des hôpitaux. Toutes les mesures qui ont été prises ont été faites pour qu'à tout instant, le nombre de malades graves reste inférieur au nombre de lits dans les hôpitaux. Voilà comment des études mathématiques, de prévision, d'évolution, peuvent servir aux décideurs pour savoir quelles mesures prendre. Une autre application avec laquelle vous êtes très familier, c'est la prévision de la trajectoire d'un cyclone, dont là il s'agit de Batsirai en février 2022. On voit tous les jours dans les journaux ces trajectoires prévisionnelles, bon, avec une marge d'erreur évidemment. Alors comment est-ce qu'on obtient ça? À partir de données d'observation qui peuvent provenir d'avions, de navires, de bouées. On peut faire des raisonnements statistiques pour savoir quelle est la trajectoire la plus probable, l'intensité du vent la plus probable, et ainsi de suite. Alors évidemment, dans les modèles modernes, tout ça est ajusté en temps réel. Chaque fois qu'il y a des nouvelles données d'observation, les modèles sont automatiquement mis à jour grâce
à des algorithmes de calcul numérique très performants sur de gros ordinateurs. Alors après avoir fait ce panorama d'applications possibles au niveau international, je vais parler pour terminer de la situation actuelle en France. On s'en préoccupe beaucoup, il y a eu beaucoup d'études en 2022. Déjà, il y a eu une grande enquête menée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche. C'est l'organisme qui est chargé d'évaluer les universités, les organismes de recherche, les laboratoires de recherche. Donc le HCRS a écrit en novembre 2022 un gros rapport en 3 volumes, synthèse nationale et de prospective sur les mathématiques. Et au même moment, toujours en 2022, il y a eu les assises des mathématiques organisées par le CNRS, plus précisément l'INSMI, l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions, avec un rapport qui a été publié. Bon, tous ces rapports sont publics, vous pouvez bien sûr les trouver sur Internet et les lire si ça vous intéresse. Il y a énormément d'informations en tout genre qui peuvent aussi vous servir pour enrichir vos enseignements. Alors l'objectif était d'évaluer la place des mathématiques dans l'économie française, le rôle de la recherche française en mathématiques dans le dynamisme et la croissance des entreprises, l'évolution des besoins et des compétences mathématiques. Ce rapport, vous voyez, adopte une entrée nouvelle et différente. Le but, c'était de mieux convaincre les décideurs, les hommes politiques de l'importance des mathématiques en abordant le sujet sur ce que les mathématiques apportent à la richesse nationale, au produit intérieur brut. Donc, il ne s'agit pas de dire que les mathématiques c'est beau, on est passionné par les mathématiques. Non, on essaie de montrer que concrètement, ça apporte de la richesse au pays et donc il faut s'en préoccuper. Alors l'étude a montré que l'impact des mathématiques dans l'économie s'avère croissant. La proportion des emplois salariés dont l'activité principale est en lien avec les mathématiques représente désormais 13% des emplois et 18% du produit intérieur brut, avec une augmentation régulière. Vous avez sous les yeux les données de 2012, 2016 et 2019. Donc ça veut dire que les emplois dans lesquels on utilise intensément les mathématiques de bon niveau contribuent à créer 18% du produit intérieur brut. Donc c'est pas négligeable. Alors quelles sont les professions qui utilisent des mathématiques? Pour 39%, ce sont les ingénieurs, pour 28%, les techniciens, 23% les cadres des services financiers. On utilise de plus en plus de mathématiques financières évoluées, très savantes dans les banques, dans les cabinets comptables, dans les services financiers des entreprises. 6% les personnels de direction de la fonction publique. Donc, ce sont les cadres de la fonction publique qui utilisent des mathématiques, et dans cette catégorie, il y a tous les professeurs de mathématiques. C'est une profession qui utilise les mathématiques au quotidien et qui joue un rôle important. Et puis après, bon, 4% le reste. Alors, faisons le point sur la situation des mathématiques en France. La France est traditionnellement un pays de mathématiques, où la situation est plutôt bonne. On estime qu'il y a plus de 3500 chercheurs permanents en mathématiques. L'essentiel se trouve dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, les écoles d'ingénieurs ou autres. 3040. Il y a les chercheurs en mathématiques dans les organismes de recherche, le CNRS, l'INRIA, l'INRAE, l'INED, l'INSERM et l'IRD. Et puis il y a aussi des mathématiciens qui travaillent dans des organismes de recherche dont l'objectif premier n'est pas les mathématiques, mais des organismes qui ont besoin de mathématiciens. Le CIRAD qui s'occupe de l'agriculture, le CNES d'exploration spatiale, l'IFREMER qui s'occupe de la mer,
embauche des mathématiciens parce qu'on en a besoin de plus en plus pour travailler en collaboration avec des spécialistes d'autres domaines. Au niveau international, les récompenses les plus prestigieuses sont en mathématiques les médailles Fields. C'était pour compenser l'absence de prix Nobel en mathématiques. Nobel avait créé une fondation pour récompenser la médecine, la chimie, la physique, après il y a eu la littérature, l'économie, mais il n'y a pas eu de prix Nobel en mathématiques, et donc Fields, un mathématicien canadien, en 1924, il a décidé de léguer sa fortune pour créer une fondation récompensant les mathématiciens. C'est ce qu'on appelle les médailles Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel. Elles sont attribuées tous les 4 ans lors des congrès internationaux de mathématiciens. Contrairement aux prix Nobel qui sont attribués tous les ans, il y a un prix Nobel chaque année. En mathématiques, on attribue 4 médailles d'un coup tous les 4 ans. Donc il y en a autant, mais elles sont délivrées par groupe de 4. Bon, la France s'est bien distinguée depuis l'origine, puisqu'il y a eu 13 médailles Fields françaises sur 64. Donc les dernières, les plus célèbres, sont celles de Cédric Villani en 2010. Vous connaissez sûrement Cédric Villani, qui ensuite s'est orienté vers la politique en tant que député, candidat à la mairie de Paris, qui maintenant est revenu aux mathématiques. Et puis, tout récemment, en 2022, Hugo Duminil-Copin, encore un Français, médaille Fields. Alors la France occupe la 2e place après les États-Unis, mais si on rapportait le nombre de médailles à la population, la France occuperait la 1re place. Alors, la spécificité des médailles Fields, contrairement au prix Nobel, c'est qu'elles sont réservées aux mathématiciens de moins de 40 ans. Chez les grands mathématiciens talentueux, c'est une course contre la montre, il faut absolument trouver des choses importantes avant d'arriver à 40 ans. C'est ce que raconte Cédric Villani dans son livre, Un théorème vivant. Il était absolument obsédé parce qu'il approchait des 40 ans, il n'avait toujours pas la médaille Fields. Il fallait vraiment se dépêcher. Donc, pour compenser ça, parce que bon, évidemment il y a des mathématiciens de plus de 40 ans qui font des choses remarquables, la Norvège a créé un prix Abel. C'est encore un équivalent du prix Nobel. Abel, c'est un grand mathématicien norvégien. Mais cette fois, c'est un prix qui est réservé aux mathématiciens âgés pour l'ensemble de leur carrière, dans les plus de 40 ans. Et la France a obtenu déjà 4 prix sur 25. Donc la France se positionne très bien au niveau international. Les mathématiques sont la première discipline d'excellence de la France au niveau international. C'est la discipline dans laquelle nous obtenons les meilleurs résultats, les meilleures récompenses, la meilleure réputation. Un autre indicateur, c'est le fameux classement de Shanghai. Alors, il y a le classement de Shanghai général qui évalue les universités globalement, mais il y a aussi un classement de Shanghai discipline par discipline. Bon, si on regarde le classement de Shanghai des universités en mathématiques, la dernière édition 2021, dans la France a 3 universités dans les 15 premières, l'université Paris-Saclay, la Sorbonne Université et Paris Sciences Lettres. Et si on va plus loin dans le classement, on a quand même 18 universités françaises dans les 100 premières, dont 7 dans les 50 premières. On a encore un résultat tout à fait honorable. Bon, les États-Unis trichent un peu, évidemment ils ont les meilleurs résultats, mais pourquoi? Parce que... Ils sont nombreux. Non, c'est pas parce qu'ils sont nombreux, c'est parce qu'ils font venir des chercheurs du monde entier, dont ils bénéficient des résultats sans avoir financé leur formation. Par contre, à côté de ces résultats tout à fait remarquables, il y a un certain nombre de données qui peuvent paraître inquiétantes. Il y a diverses données qui convergent pour montrer un recul de la recherche française depuis les années 2000.
Depuis les années 2000, les effectifs des enseignants-chercheurs en mathématiques ont connu une baisse de 8%. Et le nombre de postes ouverts au concours d'enseignants-chercheurs en mathématiques a baissé de 60% pour les professeurs des universités et de 50% pour les maîtres de conférences sur la période 2009-2020. Donc les universités ne renouvellent pas les postes de mathématiques et les transfèrent sur d'autres disciplines progressivement. Donc le nombre de chercheurs en mathématiques diminue constamment. Ça peut être inquiétant. La part de la France dans les publications mathématiques mondiales est passée de 7,9% en 2000 à 4,3% en 2019. Et là aussi, ça baisse. Les États-Unis montent en puissance et surtout la Chine. La Chine est de plus en plus présente dans les publications internationales. Et enfin, de 2008 à 2019, le nombre total de projets mathématiques financés par l'Agence nationale de la recherche a été divisé par 2, passant de 41 à 22, et le financement total de ces projets par plus de 2, passant de 9,4 millions d'euros à 3,8 millions d'euros. Là aussi, pour les décideurs de l'Agence nationale de la recherche, il semble que les mathématiques soient moins favorisées, ne soient plus autant considérées comme domaine de recherche prioritaire. On préfère financer peut-être d'autres sujets, davantage d'actualité, davantage vendeurs. Donc tout ça est inquiétant. Est-ce que la France pourra garder son rang dans les années qui viennent? On verra. Et puis, un sujet qui vous préoccupait déjà quand on discutait dans les couloirs, tout le monde a dit le niveau baisse, pas s'inquiéter non plus, parce que depuis l'Antiquité, on a des témoignages d'enseignants qui disent que le niveau baisse. Et le fond Alors, effectivement, on a un certain nombre d'indicateurs mauvais qui sont régulièrement relayés dans les journaux. Donc, d'après l'étude PISA, Program for International Student Assessment, une étude internationale, le niveau des élèves français de 15 ans en mathématiques diminue de 4% entre 2000 et 2018. Et sur cette même période, la France passe de la 11e place à la 26e place. Alors, l'autre étude qui fait parler d'elle, c'est TIMSS, qui elle porte à la fois sur le CM1 et la 4e, donc des élèves plus jeunes que PISA. D'après l'étude de 2019, la France se classe avant-dernière des pays de l'Union européenne et sous la moyenne des pays de l'OCDE. Depuis 1995, le score moyen de la France en mathématiques en classe de 4e est en baisse de 9%. Alors, on peut dire, bon, c'est parce que les programmes sont différents dans les autres pays, on n'évalue pas aux mêmes âges, ils n'ont pas la même façon de faire des mathématiques, donc nos élèves sont désavantagés. Bon, on peut trouver toutes les excuses qu'on voudra, mais on a aussi des enquêtes nationales, où là on n'est pas en concurrence avec les autres pays. Et d'après la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, un service du ministère de l'Éducation, la performance, la capacité intellectuelle des élèves qui sont en cause, c'est le fait qu'on les fait moins travailler. On pense qu'on a perdu une année de mathématiques. Certains disaient qu'on fait en 4e ce qu'on faisait autrefois en 5e. C'est la même chose à l'université. À l'université, on fait en 2e année de licence ce qu'on faisait en 1re année, en 3e année ce qu'on faisait en 2e année, on fait en master ce qu'on faisait en licence, et ainsi de suite. Donc on a beaucoup diminué la place des mathématiques. Un autre problème qui a été souligné, c'est le problème du recrutement et de la formation des professeurs des écoles. On sait bien que c'est dans les plus jeunes âges que beaucoup de choses se jouent. Or, en France, la grande majorité des professeurs des écoles sont d'origine littéraire. Ils ont fait des licences de lettres, anglais, psychologie, sciences de l'éducation, droit. Et souvent, ils n'ont pas fait de mathématiques depuis qu'ils étaient au lycée, souvent depuis la seconde ou la première. Et la formation des enseignants actuels ne leur propose qu'un petit nombre d'heures de
formation en mathématiques, certainement pas assez pour que la majorité des professeurs des écoles dominent vraiment les mathématiques qu'ils ont à enseigner. D'ailleurs, ça a été bien reconnu dans le rapport Villani-Torossian, qui a été publié en 2021, je crois, où on a pris des mesures pour renforcer la formation des professeurs des écoles, notamment la création des référents mathématiques de circonscription qui sont chargés de former leurs collègues. Et plus récemment, il y a eu aussi l'impact de la réforme du lycée de 2018, la réforme Blanquer, qui a eu pour conséquence de faire diminuer de manière significative la place des mathématiques au lycée. D'après des études qui ont été faites, qui sont extraites des rapports que je vous ai cités, le nombre d'élèves de terminale générale qui suivent des cours de mathématiques est passé de 87% en 2018 à 59% en 2020. Actuellement, avec le système des spécialités, beaucoup d'élèves de première et de terminale ne font plus du tout de mathématiques. Et le nombre total d'heures de mathématiques en première et terminale générale et technologique a diminué de 18%. C'est pas comme ça qu'on va enrichir la culture mathématique du pays, en diminuant de façon importante le nombre d'heures de mathématiques dispensées globalement. Alors pour rétablir un peu cette situation, vous avez dû suivre les dernières annonces de notre ministre qui a rajouté 1 heure de soutien en français en mathématiques en 6e, assuré par les professeurs des écoles. Au lycée, on a rajouté 1h30 de mathématiques dans le tronc commun en première pour renforcer l'enseignement scientifique. Évidemment, vous voyez, d'un côté, on supprime beaucoup, et puis on rajoute un petit peu pour dire, oui, on est conscient du problème, on va faire ce qu'il faut. Mais en fait, oui, c'est après avoir crevé nous-mêmes le pneu, on met une petite rustine. Et puis, il y a aussi en parallèle, et c'est aussi une explication peut-être de la diminution des horaires de mathématiques au lycée, c'est parce qu'on n'a pas d'enseignants. On a de plus en plus de difficultés à recruter des enseignants de mathématiques dans le secondaire. Jusqu'en 2010, tous les postes en mathématiques au CAPES et à l'agrégation étaient pourvus. En 2020, environ 20% des postes sont non pourvus. On est dans des situations où on a souvent moins de candidats que de postes. Le métier d'enseignant de mathématiques, d'enseignant en général, n'attire plus comme avant. Alors, sans doute, une première raison, c'est que les salaires sont très faibles, enfin, en métropole du moins. Les salaires d'un enseignant débutant, c'est actuellement 1,3 fois le SMIC. Comment voulez-vous que ça attire un jeune qui a un master niveau Bac+5, alors qu'il y a de plus en plus de mathématiques dans tout un tas de domaines où il y a des emplois qui se créent. On le voit à l'université, on a de moins en moins d'élèves, d'étudiants de licence et de master qui s'orientent vers l'enseignement. Il y en a beaucoup qui partent dans des masters de mathématiques financières, qui rentrent dans des écoles d'ingénieurs, qui cherchent tout un tas d'autres domaines où ils seront mieux rémunérés qu'en mathématiques, qu'en l'enseignement des mathématiques. En conclusion, on va dire que d'un côté, au niveau mondial, les mathématiques sont florissantes, ont énormément d'applications, tout se passe bien. Au niveau français, la situation est encore bonne, mais il faut être conscient que les chercheurs qui ont actuellement de bonnes performances, de bons résultats, qui ont des médailles Fields, etc., ce sont des chercheurs qui ont été formés il y a 20 ans, qui sont autour de la quarantaine. Et donc, les résultats actuels proviennent de notre système de formation d'il y a 20 ans. Et que va donner le système de formation actuel dans les 20 prochaines années? Je ne suis pas sûr qu'on conserve nos bons résultats. Alors que d'autres pays, comme la Chine, évidemment, investissent massivement dans la recherche en mathématiques, sans compter, parce qu'ils ont conscience que c'est essentiel. J'ai l'impression que nos gouvernants, qui pourtant connaissent tous ces constats, tous ces rapports sont publics, ne font pas ce qu'il faut pour maintenir la situation.
si on est persuadé que les mathématiques ne servent à rien, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup trop d'heures de mathématiques au lycée. Donc supprimons tout et ça ira mieux. Voilà, merci beaucoup. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Non ? Bon, alors moi j'en ai une. Comment toi tu verrais l'enseignement actuel? L'amélioration. Je crois qu'on a beaucoup réfléchi. Hein. Si on lit le rapport Villani-Torossian, on nous incite à axer l'enseignement sur la trilogie, manipuler, puis ensuite verbaliser ou représenter. Donc verbaliser, c'est parler de la manipulation avec des mots, représenter, c'est parler de la manipulation avec des schémas, des figures, et ensuite abstraire. On propose de ludifier les mathématiques, d'introduire les mathématiques par des jeux, on propose de faire le lien avec l'histoire, la culture. Au lycée, on a introduit des éléments d'histoire des mathématiques pour replacer les mathématiques dans leur contexte culturel. Donc il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dont les enseignants s'emparent. Mais je crois que le problème principal, c'est le nombre d'heures de mathématiques qui est insuffisant à tous les niveaux pour atteindre une masse critique. Peut-être qu'il y a des enseignants qui ont des choses à dire là-dessus. Je pense qu'on a tous les outils pédagogiques, didactiques pour délivrer de bons enseignements de mathématiques, mais on est dans un système dont on est prisonnier qui ne nous permet pas de faire vraiment ce qu'on voudrait. Comment ça se passe dans les autres pays? Dans les pays d'Asie, ça se passe très bien, puisque ce sont eux qui ont les meilleurs résultats pour les évaluations internationales, en Singapour, en Corée, en Chine, ça se passe très bien, mais ce sont des systèmes très différents où, disons, les professeurs ont beaucoup moins de liberté pédagogique, c'est-à-dire il y a des programmes très stricts, des curriculums très stricts, et les enseignants ont énormément d'heures de formation pour mettre en œuvre ces programmes, ces curriculums. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de moyens qui sont accordés à l'enseignement des mathématiques. Alors, par contre, dans d'autres pays comme aux États-Unis, là j'ai l'impression que l'enseignement primaire et secondaire n'est pas forcément très performant, mais ensuite les formations deviennent très performantes dans l'enseignement supérieur pour produire des chercheurs de haut niveau. Donc, si je comprends bien, on peut penser, d'après ce que je comprends, non, vous disiez, qu'il y a beaucoup plus de travail à faire, de recherche en dehors des cours par les profs eux-mêmes afin de pouvoir enseigner après. Alors. Oui, un des leviers, c'est la formation des enseignants qui est insuffisante. On l'a vu pour les professeurs des écoles. Ils font une licence quelconque qui n'a rien à voir avec l'enseignement primaire, et ensuite ils ont, dans le meilleur des cas, ils ont 2 années de formation dans lesquelles il y a très peu de mathématiques, quelques dizaines d'heures pour apprendre à enseigner de la petite section jusqu'au CM2. Et puis pour les enseignants du secondaire, plus de la moitié des enseignants qui réussissent les concours n'ont pas fait de master de mathématiques ou de master MEF de formation à l'enseignement des mathématiques. Ils viennent d'un autre master et ils n'ont pas directement de formation. Je veux bien le dire à chaque fois. Là, je sais que les enseignants primaires, il y en avait ça arrivait parfois. Merci. Je pense que autrefois, comme mes parents sont enseignants, par exemple, ils étaient enseignants,
Et donc, ils n'avaient même pas les bacs. Et ils ont enseigné les mathématiques, et ça marchait très bien. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel pour enseigner les mathématiques, mais simplement. Moi, je pense que... oui, bah, c'est l'unité pédagogique avant QFM, chose qu'on a pu. Oui, avant les écoles normales ou les IUFM, c'est vrai que les enseignants étaient recrutés beaucoup plus tôt et toute leur formation était centrée sur ce qu'ils auraient enseigné à l'école primaire. Donc maintenant, on les recrute au niveau licence après avoir fait des études quelconques. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a abandonné les mathématiques en seconde et puis a fait par exemple 3 années de droit, tout d'un coup, il doit enseigner les mathématiques avec